C'est bon? Parfait. Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux et celles aussi qui nous suivent sur Internet. Donc bienvenue pour cette conférence. Donc le thème c'est industrie, territoire et bas carbone. C'est la troisième session de ce cycle de conférences qui est organisée par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, avec comme partenaire Energy Observer Foundation, Valgo, OPO, la Société d'encouragement, bien sûr, et Léonard de Vinci. Puis merci à Léonard du groupe Vinci de nous accueillir pour cette conférence d'aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est quelle infrastructure et filière pour une réindustrialisation bas carbone. Donc ça fait suite aux deux précédentes conférences qui ont lieu autour de la zéro artificialisation nette et de l'industrie. Enfin, les usines seront-elles compatibles avec la crise et puis l'urgence climatique. Donc aujourd'hui pour cette table ronde, donc moi je serai Grégory Richat, je suis directeur associé d'OPO Conseil. J'aurai le plaisir d'animer cette table ronde et puis les échanges avec vous. Et donc on aura le plaisir pour éclairer ce sujet des infrastructures et débattre, d'avoir avec nous donc Caroline Granier, qui est économiste, chef de projet à la Fabrique de l'Industrie. On a Louis Dupasquier, qui est directeur du contrat de concession Escota à Vinci Autoroute, pour parler des infrastructures autoroutières. Benoît Lepezan, chargé de projet à la groupe Caisse des dépôts. Pardon. Et voilà, vous êtes là, je vous repère aussi. Et Édouard Sichel, qui est chargé de mission énergie au Gimelec. Donc on va commencer sans plus attendre le ronde. Donc les infrastructures, c'est un sujet qui est à la fois, et les filières sont des sujets à la fois vastes et très structurants en fait pour déployer toutes les nouvelles technologies ou tous les enjeux autour de la décarbonation de l'industrie. On va commencer avec vous, Caroline. Pour essayer déjà d'y voir un petit peu plus clair sur, quand on parle d'infrastructure, est-ce que, donc vous qui travaillez aussi avec l'Observatoire des territoires d'industrie, de quelle infrastructure parle-t-on et qu'est-ce qui a pu déjà être fait depuis les 5 dernières années? Bonjour Grégory, bonjour à tous. Quand on parle d'infrastructure, déjà on parle de l'ensemble des équipements, des installations fixes qui permettent le transport des marchandises, de l'eau, du gaz, de l'électricité et de l'information dans le cas notamment des réseaux de télécommunications. Tout d'abord, ce dont on s'aperçoit sur les infrastructures, c'est que c'est une condition nécessaire, notamment à la croissance et à l'industrialisation. Si on regarde l'ensemble des révolutions industrielles que nous avons connues jusqu'alors, les infrastructures ont toujours été présentes. Ensuite, c'est aussi une condition nécessaire à la compétitivité, notamment des entreprises, parce que ces infrastructures permettent l'accès aux matières premières, au marché. C'est aussi une condition nécessaire à l'attractivité des entreprises, des travailleurs sur les territoires. Au sein de l'Observatoire des territoires d'industrie et de l'ensemble des travaux que l'on mène à la Fabrique de l'Industrie, on a pu se rendre compte que une localisation des entreprises à proximité de réseaux de transport, notamment, je pense aux entreprises qui sont localisées, par exemple, en Alsace centrale, puisqu'on vient de sortir un doc de la Fabrique sur ce sujet. Et le positionnement au cœur d'un réseau de transport routier, ferroviaire, etc., fait que les entreprises ont déjà un avantage par rapport à d'autres entreprises qui ne seraient pas situées au cœur d'un réseau de transport. Donc, les infrastructures, c'est une condition nécessaire, pas suffisante, à la question de la réindustrialisation. Et puis, enfin, au-delà de cette particularité qui fait que les infrastructures sont très importantes pour, encore une fois, l'industrialisation, la croissance, elle présente un caractère extrêmement particulier parce que elle présente des coûts fixes très importants qu'il faut financer, et ces infrastructures ont une durée de vie de très long terme. On ne va pas construire des routes tous les jours, on ne va pas construire des voies ferrées tous les jours. Donc ça suppose assez souvent, et ça a été le cas jusqu'à présent, une certaine intervention des pouvoirs publics. Donc
on a pu voir notamment période du développement des voies ferrées, période de reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, l'État est intervenu justement pour mettre en place et produire justement tous ces réseaux de transport de marchandises, de gaz, d'électricité. Ces dernières années, enfin, depuis les années 90, on observe toutefois une libéralisation de ces réseaux-là avec une ouverture à la concurrence et la chose la plus récente, c'est bien sûr l'ouverture à la concurrence du TGV en fin d'année 2020. Si on s'intéresse maintenant aux différents types d'infrastructures, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années en termes d'infrastructures de transport? Donc, d'une part, on a pu se rendre compte que pour des questions de concurrence, mais aussi maintenant pour des questions de transition écologique, on a ouvert à la concurrence les lignes de marchandises. On s'est également rendu compte qu'il fallait faire un plan en faveur du fret ferroviaire. Le gouvernement a lancé un plan d'1 milliard d'euros justement pour permettre de développer à nouveau et de réouvrir des lignes de fret ferroviaire donc pour le transport des marchandises afin d'encourager ce type de transport-là. Très récemment, il y a eu la réouverture de la ligne, par exemple, Rungis-Perpignan, justement pour permettre ce transport de marchandises. Encore une fois, en termes de marchandises et de transport de personnes, il est vraiment très important pour réindustrialiser, d'avoir ces moyens de transport et j'en parlerai un peu plus tard, dans le but de la transition écologique, de favoriser des moyens de transport qui sont bas carbone et notamment les transports ferroviaires et puis les transports automobiles, mais par des voitures électriques. Pardon, mais je pense que les autres intervenants reviendront sur ces sujets-là. En termes d'infrastructures de transport, donc il y a toutes les innovations en termes de voitures électriques qu'on a pu observer jusqu'à présent, mais j'attire votre attention sur le fait que la voiture électrique, ça fait longtemps qu'on sait en construire. C'est juste qu'on n'a pas forcément pris le tournant de la voiture électrique au bon moment. On aurait pu le prendre dans les années 2000, mais il y a tout un ensemble de facteurs qui a fait qu'on ne l'a pas forcément pris. Et puis, il y a d'autres types d'innovations. On a pu voir, dans le cas de la fabrique de l'industrie, des innovations de type Urban Loop à Nancy. Donc, c'est des petites flottes qui permettent finalement d'amener les travailleurs, par exemple, lorsqu'ils déposent leur voiture à un point relais, et puis de les amener à un arrêt de tramway, parce qu'on s'est rendu compte que dans le cas des travailleurs, ce qui posait problème, c'était de multiplier finalement les différents moyens de transport et que c'était un gros frein à l'utilisation des transports en commun. Donc, on a aussi tout un ensemble de séries d'innovations qui sont en train de se produire sur les territoires à côté de la voiture électrique. Si on s'intéresse maintenant à la question des infrastructures numériques, parce que on peut se dire que finalement on peut substituer l'absence d'un maillage territorial en termes d'infrastructures de transport par le numérique. C'est pas tout à fait le cas. On a eu l'occasion de le voir nous quand on faisait des séminaires pendant le confinement, que lorsqu'on accueillait des industriels, ils demandaient en fait à l'ensemble de leur personnel d'éteindre leur connexion, d'éteindre leur Wi-Fi parce qu'ils n'avaient pas accès à la fibre et que ça posait problème pour que le séminaire par visioconférence se déroule. Donc, on voit aujourd'hui que malgré le fait que on est quand même un très grand nombre de personnes à avoir accès à des réseaux haut débit, l'accès au très haut débit est encore quelque chose qui doit être achevé. Il y a eu un plan qui a été effectué les dernières années, qui doit s'achever cette année pour permettre à l'ensemble du territoire d'accéder au très haut débit et notamment par l'installation de la fibre. Et puis, en termes d'infrastructures de transport d'électricité, la question qui se pose aujourd'hui, déjà, c'est la question, bien sûr, du mix énergétique, quelle part de nucléaire, quelle part d'énergie renouvelable. Et dans ce cadre-là, comment on effectue le raccordement en termes de transport d'électricité? Par exemple, quand on a de l'éolien offshore, donc en mer, comment on fait pour transporter l'électricité de ces installations-là vers les utilisateurs, donc les grosses industries et les particuliers. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement, quand on parle
de moyens énergétiques qu'on veut mettre en place seulement du côté du facteur production, mais aussi du facteur transport et distribution de l'électricité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le cas des infrastructures, cette question justement de comment on fait pour permettre de transporter l'électricité, elle se pose à côté de la question, encore une fois, du mix énergétique. Donc ça, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui en termes d'infrastructure. Très bien. Et donc on voit qu'il y a effectivement l'infrastructure couvre un large, peut-être un peu sous-jacente, on les voit pas, mais elles sont présentes dans tout un tas de nos usages. Et en fait, quand on regarde maintenant les enjeux qui ressortent très fortement depuis les dernières années, on parle de réindustrialisation, il y a la transition énergétique, le passage donc à la voiture électrique notamment. En fait, quel impact ça va avoir sur les infrastructures sur les prochaines années? Quels sont les enjeux en termes de compétition d'usage, de ressources, d'investissement, de vitesse? Enfin, quel est votre point de vue sur voilà, la période qui s'ouvre maintenant, où on a l'impression que les infrastructures qu'on a sont presque des infrastructures du passé par rapport aux tous les changements qu'on doit opérer dans nos modes de production et de consommation? Oui, effectivement, la question de la transition écologique fait qu'aujourd'hui, on doit se poser la question de la compatibilité entre les différents objectifs qui sont donc la transition écologique, la réindustrialisation qui a été mise sur le devant de la scène avec notamment la crise sanitaire, la question de la souveraineté. Donc, comment on fait pour ne plus être trop dépendant des pays extérieurs? Donc cette question de l'arbitrage en termes d'infrastructure, elle est vraiment importante parce que, par exemple, si vous regardez la mise en place qui est voulue autour de la 5G, il y a plein de questions qui se posent en termes de, déjà, on va produire de l'électricité pour mettre en place cette 5G. Sa mise en place suppose aussi que l'on change nos smartphones, parce qu'il faut que ces smartphones-là fonctionnent avec la 5G, ce qui suppose derrière davantage de production de smartphones, qui demande derrière de la consommation d'énergie. Donc on voit que l'arrivée de ces nouveaux produits digitalisés ont un impact sur la consommation notamment d'énergie et la consommation de matières premières, ce qui effectivement amène la question de la dépendance aux ressources naturelles. Il faut se poser la question, est-ce que la manière dont on va utiliser, avoir de nouveaux usages et comment on va finalement utiliser l'électricité amène la question, est-ce qu'on va avoir de nouvelles dépendances? Typiquement, pour fabriquer des panneaux photovoltaïques, il faut du silicium. Pour installer la fibre, il faut du cuivre. Est-ce qu'on dispose de ces ressources naturelles-là? Est-ce qu'on est dépendant d'autres pays pour ces ressources naturelles-là? Et comme je l'ai rappelé au tout début, la question des infrastructures, elle se pose dans un horizon de long terme. Une fois qu'on a mis en place des infrastructures, on s'engage quand même dans une trajectoire de long terme. D'accord, on ne peut pas changer du jour au lendemain. On se dit, si on adopte une infrastructure, on ne peut pas se dire 5 ans après, ah ben non, on va changer. Les coûts fixes, encore une fois, les investissements sont tellement importants que voilà, ça nous entraîne dans une certaine trajectoire verrouillée. Donc ça suppose derrière d'être sûr de ne pas créer d'autres dépendances à long terme. La question de la dépendance qui est aujourd'hui posée dans le cadre de la transition écologique. Et en lien toujours avec ces choix de construire de nouvelles infrastructures pour répondre aux objectifs bas carbone, il y a la question de quel type d'investissement et dans quel type d'actifs on investit. Les financiers ont l'habitude de parler d'actifs échoués lorsque leur portefeuille de titres est composé voilà, de titres d'entreprise dont la technologie va devenir complètement obsolète parce que comme elle est carbone, finalement, les investisseurs ne vont plus investir dans ce type d'actifs-là. Donc, finalement, on va avoir une perte de valeur des actifs. Pour l'industrie, finalement, puisque c'est peut-être le domaine que je connais le mieux à la fabrique. La question, c'est de faire attention dans quelles infrastructures on va investir parce que, encore une fois, si on se trompe de technologie, on se trompe d'infrastructure, le retour en arrière est compliqué à faire. D'accord, donc il faut quand même avoir une certaine réflexion et cette réflexion doit se faire sur le long terme
en concertation avec, avec les financeurs, les opérateurs et puis avec les populations. Parce que un des enjeux aussi aujourd'hui pour les infrastructures, c'est l'enjeu de l'acceptabilité sociale. Mais c'est pas un enjeu nouveau. Lorsque EDF installait des poteaux électriques, il y avait toujours la question de la population et du voisinage qui ne voulait pas avoir un poteau électrique haute tension à côté de chez soi. On a la même question qui se pose aujourd'hui lorsqu'on cherche à implanter, par exemple, des éoliennes ou des centrales nucléaires à proximité des populations. Mais en termes d'acceptabilité sociale, il n'y a pas de solution miracle. Il faut encourager la concertation, sensibiliser les populations. Et encore une fois, c'est une question d'arbitrage et de compromis entre les acteurs, les opérateurs et la société civile. Très bien. Et est-ce que, justement, sur ces volets de concertation, parce qu'il y a à la fois le sujet technologique, quelle technologie on doit choisir, avec quelle dépendance, etc., enfin, comme vous l'avez bien expliqué, mais sur le choix de la mise en œuvre, aujourd'hui, comment vous voyez ça dans les territoires? Est-ce que, justement, c'est concerté? Est-ce que ça se fait par à-coup? Enfin, comment ça se passe concrètement, de changer les infrastructures? Sur les territoires, changer les infrastructures, le changement des infrastructures se heurte à certains problèmes organisationnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des infrastructures sont financées par les collectivités locales. Donc, si par exemple on cherche à rénover des routes, à installer des transports en commun, généralement, ces infrastructures-là vont s'arrêter en frontière des collectivités si la collectivité voisine ne veut pas financer elle aussi ce type d'infrastructure-là. Donc on a des problèmes qui naissent finalement de l'organisation autour de frontières administratives qui ne permettent pas in fine le maillage du territoire en termes d'infrastructure. Ça c'est un exemple de peut-être de dysfonctionnement auquel il faudrait réfléchir et qu'on a pu croiser sur les territoires. La seconde chose après, c'est que notamment les industriels doivent penser à faire des produits, à inciter les populations à aller vers des produits bas carbone. On se rend compte que nous, ce qu'on voit très souvent, c'est que l'industrie quand même est présente sur l'ensemble du territoire par rapport à certains services qui sont très localisés dans les métropoles. Donc l'industrie, c'est un facteur de cohésion territoriale, mais ça peut être aussi un facteur finalement d'incitation à aller vers des produits qui sont plus bas carbone. Donc l'industrie, d'une part, doit faire en sorte de faire des produits de nouveaux produits bas carbone en utilisant des ressources décarbonées, mais aussi en faisant en sorte que la demande soit en face pour répondre à ce nouveau marché-là. Parce qu'encore une fois, ça ne servira à rien de fabriquer des voitures électriques si en face, il n'y a pas de demande. Et également, une intervention de l'État pour inciter davantage à ce type de produit-là serait utile. Du coup, il faut vraiment qu'il y ait une articulation, pour revenir sur la question des territoires, entre ce qui est fait au niveau local et puis des incitations qui seraient plutôt faites au niveau national. D'accord. Merci beaucoup, Caroline, pour cet éclairage. On va continuer sur la question des infrastructures et des autoroutes avec Louis Dupasquier. Donc vous êtes directeur du contrat de concession Escota, en charge des enjeux de décarbonation chez Vinci. On parlait de voitures électriques, du coup, il va bien falloir les recharger, ces voitures. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour pouvoir recharger les voitures demain? Enfin, voilà, en termes d'infrastructure, quel est l'impact et comment se passent les réflexions et justement, quels sont les enjeux autour de ces nouveaux modes énergétiques pour le transport? Bonjour à tous, bonjour et merci pour cette invitation. Je suis ravi de venir parler de la décarbonation du secteur des transports et en particulier de la route. Simplement pour faire un peu de cadrage sur le secteur des transports, c'est le mauvais élève de la transition énergétique puisque comme on le sait tous, c'est le seul secteur dont les émissions ont augmenté depuis les années 90. Et le secteur des transports, c'est environ un tiers des émissions de CO2 de la France. Et à 90%, ces émissions, elles viennent de la route.
Et la part de l'autoroute dans ces émissions est assez importante. On estime que sur les autoroutes, il y a à peu près 7% des émissions nationales qui sont réalisées sur autoroute, donc principalement lors de déplacements longue distance. Et donc il y a une politique, on va dire, dans le cadre de la décarbonation de la politique des transports, ça a été évoqué, mais il y a un enjeu qui est favoriser la multimodalité, favoriser le fret ferroviaire, mais le constat que nous faisons et qu'on essaie de clamer haut et fort parce qu'il est parfois peu entendu, c'est que même si on double la part du fret ferroviaire, même si on encourage très fortement les transports en commun, on va avoir la majorité, l'écrasante majorité des déplacements de personnes et de marchandises qui vont continuer à passer par la route. C'est aujourd'hui entre 80 et 90% des flux de transport et de marchandises qui passent par la route. Le fret ferroviaire, c'est 9%. Des transports de marchandises par exemple. Donc voilà, même si on augmente tout ça, à la fin, il va rester nos principaux modes de déplacement de nous-mêmes et des marchandises resteront par la route. Et donc pour atteindre les objectifs de la transition énergétique du secteur des transports, c'est indispensable de décarboner les véhicules qui circulent sur les routes et sur les autoroutes. Alors, une fois qu'on a dit ça, nous avons chez Vinci Autoroute, donc Vinci Autoroute, on est le premier concessionnaire d'autoroute en France avec 4443 km d'autoroute. On gère environ 180 aires de service. Et donc, ces aires de service sont un enjeu un peu clé pour décarboner les véhicules. Alors, on a deux sujets assez différents. On a la décarbonation des voitures, de nos véhicules légers, et puis il y a la décarbonation des poids lourds qui posent d'autres enjeux. Donc, je vais présenter ces deux sujets un peu séparément. Sur les véhicules légers, je dirais que technologiquement, la messe est dite. On sait aujourd'hui que c'est le véhicule électrique à batterie qui est en train de s'imposer comme la technologie de décarbonation des voitures. On le voit parce que les ventes ont explosé. C'est d'ailleurs intéressant de souligner que c'est un des rares endroits où la France fait mieux que ses objectifs. On a aujourd'hui à peu près 2 ans d'avance sur les ventes de véhicules électriques par rapport aux objectifs qui ont été fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc c'est une très bonne nouvelle. Mais le pendant de ça, c'est que pour avoir ces véhicules électriques, il va falloir les recharger un peu partout, et y compris lors de déplacements longue distance. Et c'est là un enjeu assez majeur où nous, Vinci Autoroute, on a un rôle clé puisque ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous installons des bornes de recharge pour véhicules électriques sur toutes les aires de service. C'est des déploiements qui ont commencé il y a plusieurs années maintenant. Dès 2014, on a installé les premières bornes et on a intensifié ces déploiements à partir de 2018. Et aujourd'hui, donc on a un peu plus de la moitié de nos 180 aires de service qui sont équipées en bornes de recharge. Alors c'est des stations de recharge, c'est-à-dire c'est des bornes de recharge à plus de 150 kW. Il y en a plusieurs. Voilà, donc c'est vraiment des stations de recharge qui vont arriver sur les aires de service. Et l'objectif, c'est de permettre à chacun, lorsqu'il achète un véhicule électrique qui est adapté pour faire de la longue distance, de pouvoir se recharger lors d'une pause de 20 à 30 minutes, ce qui est la moyenne du temps passé sur une aire de service, lors d'une pause toutes les 2 heures, et de pouvoir faire ainsi des trajets à longue distance. Donc voilà, l'enjeu est assez clair et identifié sur les véhicules légers. Et donc l'enjeu de demain, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard, c'est de massifier de façon très intensive les premiers déploiements que nous faisons aujourd'hui, qui vont très rapidement être insuffisants puisque les véhicules électriques croissent beaucoup plus vite que l'installation d'infrastructures. C'est long de déployer ces infrastructures. Voilà, donc ça c'est un panorama un peu général sur la décarbonation des véhicules légers. Et puis ensuite, il y a la question des poids lourds. La question des poids lourds, elle n'est pas tranchée aujourd'hui technologiquement, parce qu'il y a un panel de technologies qui existe aujourd'hui. On a coutume de les donner, de les présenter chez Vinci Autoroute sous 4. Il y en a 4 principales. Il y a les biocarburants et le biogaz. Il y a l'hydrogène. Il y a les poids lourds électriques à batterie qui se rechargent sur des bornes, comme les véhicules, comme les voitures qu'on connaît aujourd'hui. Et puis il y a les concepts de routes électriques sur lesquels les poids lourds vont se recharger en roulant sur l'infrastructure. Donc ces 4 technologies aujourd'hui, elles existent, elles cohabitent, elles sont à différents stades de maturité. On a coutume de considérer chez Vinci Autoroute que les biocarburants et le biogaz, c'est des énergies de transition. C'est-à-dire que ça permet aujourd'hui de décarboner en analyse de cycle de vie en partie le secteur des transports de marchandises. Mais il y a un certain nombre de limites, notamment il y a une concurrence d'usage et il y a une limitation des ressources de biomasse disponibles en France. Et puis par exemple le biogaz, par exemple, c'est une source d'énergie décarbonée qui va être nécessaire pour se décarboner le chauffage domestique, par exemple. Donc il y a aussi une concurrence d'usage. Et puis le biogaz en particulier a un enjeu particulier qui est les fuites
fuite de méthane. Le méthane, c'est un gaz qui a un effet de serre 60 à 80 fois supérieur au CO2. Donc, il suffit de quelques pourcentages de fuite de méthane entre la chaîne production, transport, distribution, consommation pour annihiler dans un poids lourd les effets bénéfiques de gains de CO2 par rapport à un poids lourd diesel. Donc voilà, quelques enjeux sur ces énergies de transition. La deuxième que j'ai mentionnée, c'est l'hydrogène. Alors l'hydrogène, on entend beaucoup parler d'hydrogène, mais aujourd'hui, c'est une technologie qui est encore, en tout cas pour le secteur des transports, assez peu mature. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, alors l'hydrogène décarboné, évidemment, c'est une ressource qui est rare et chère et qui est aussi en concurrence d'usage. Il y a d'autres secteurs, notamment dans l'industrie, qui n'a pas d'autre solution que d'utiliser de l'hydrogène décarboné pour se décarboner parce que ça fait partie intégrante des processus industriels, alors que la mobilité lourde a d'autres vecteurs énergétiques que l'hydrogène. C'est pour ça qu'on voit l'hydrogène comme un vecteur énergétique pour la décarbonation du transport de marchandises pour certains cas d'usage, notamment très très longue distance ou des transports les plus lourds. Donc il y aura probablement une place dans l'hydrogène, mais probablement plutôt à partir de la fin de la décennie. Puis il y a les poids lourds électriques à batterie qui sont aujourd'hui, on va dire, déjà matures pour les transports locaux, courte distance, voire moyenne distance, avec des prix des batteries qui ont considérablement baissé, un peu comme le véhicule léger. Finalement, c'est presque la même histoire qui est en train de se dérouler à quelques années d'écart. Mais il y a un enjeu assez significatif sur les trajets longue distance, des poids lourds longue distance à batterie. Ce sont des poids lourds qui, pour avoir l'autonomie suffisante pour faire les trajets quotidiens, des trajets de 4h30 avec une pause de 45 minutes réglementaire et puis des pauses nocturnes, c'est des poids lourds qui ont besoin d'avoir des apports de batterie colossaux et donc ça fait une perte de charge utile qui est très significative, au moins 10%, voire 15 à 17% par rapport à un poids lourd diesel. C'est aussi des poids lourds qui ont un enjeu de recharge majeur parce qu'il va falloir installer des bornes de 1 MW pour les recharger lors de pauses réglementaires de 45 minutes. Et puis c'est des poids lourds qui ont une empreinte environnementale très forte puisque on parle de plusieurs tonnes de batteries emportées dans un poids lourd. Et forcément ces batteries elles ont une empreinte environnementale significative. Mais c'est la solution qui aujourd'hui est retenue plutôt par les constructeurs de poids lourds qui ont tous un plan de construction de mise en service de poids lourds longue distance à batterie dans les 2 ou 3 années qui viennent. Et puis la dernière solution qui est la route électrique. Donc c'est un concept qui paraît assez innovant, mais qui en fait est assez mature technologiquement. Le concept est assez simple, c'est plutôt d'avoir 7 ou 8 tonnes de batterie dans un poids lourd et de se recharger de temps en temps, ou de se recharger une fois par jour très rapidement et une fois la nuit. Et en fait on a un poids lourd qui a une toute petite batterie et cette batterie et le moteur électrique et la batterie sont alimentés et rechargés en continu en roulant sur l'infrastructure. Et donc ça passe. Il y a différentes technologies qui existent. Il y a des caténaires. Donc on a un poids lourd qui est équipé d'un pantographe et avec une caténaire au-dessus de la voie de l'autoroute. Il y a des technologies de rails avec des patins au sol, un peu comme il y a sur le tramway de Bordeaux pour ceux qui connaissent le tram à Bordeaux. Et puis il y a la solution que nous préférons en tant que groupe Vinci et exploitant d'autoroute chez Vinci Autoroute, qui est l'induction, qui est une technologie en fait dans laquelle on met des bobines émettrices sous la chaussée, des bobines inductives sous la chaussée. On met un récepteur sur les poids lourds ou les véhicules, et lorsque le véhicule circule au-dessus des bobines, il se recharge par induction sans contact. Voilà, donc c'est des technologies qui paraissent assez innovantes, mais elles sont aujourd'hui déjà relativement matures. C'est des technologies qui ont été testées pour le rail, pour la caténaire et pour l'induction en conditions réelles d'exploitation et de circulation. Donc voilà, c'est des différents vecteurs énergétiques pour la décarbonation des poids lourds qui ne sont pas encore tout à fait achevés. Les enjeux sont encore devant nous. Merci déjà pour ce beau panorama. Et si on en parlait un peu quand on préparait l'échange, parce que ce choix d'infrastructure, typiquement, il va dépasser le cadre français. C'est-à-dire que si on fait venir des poids lourds d'Europe de l'Est ou pour l'import ou l'export, etc., il faut que ce soit les mêmes types d'infrastructures, j'imagine, quels que soient les pays. Et du coup, comment ça se discute, comment ça se prépare? Parce que c'est pas qu'au niveau français, ça doit être au moins au niveau européen, et voire au-delà. Alors effectivement, donc sur les véhicules légers, l'harmonisation elle s'est faite assez rapidement en Europe. Il y a eu un choix de connecteurs, il y a des procédures de communication entre les véhicules et les bornes, donc la normalisation européenne elle est déjà faite. Sur les poids lourds, il y a effectivement un choix technologique. On peut pas avoir l'Allemagne qui choisit de faire des caténaires avec Siemens et un autre pays qui fait des bornes de recharge pour les poids lourds. Il faut que ce soit une seule technologie qui soit interopérable sur l'ensemble des réseaux européens.
C'est le principal frein aujourd'hui à l'adoption de la solution de route électrique, qui est la solution qui est a priori la plus vertueuse au plan environnemental et qui décarbone le plus fortement le secteur des transports. C'est vraiment le frein qui est identifié, c'est la décision européenne collective de faire ces déploiements-là. Aujourd'hui, les constructeurs de poids lourds, du fait d'une certaine façon, comme ils ne croient pas à cette décision européenne unique, ils sont plutôt orientés vers les poids lourds à batterie qui se rechargent sur des bornes, parce que déployer des bornes, c'est de façon incrémentale plus simple que de déployer directement des milliers de kilomètres d'autoroutes électriques. Donc ça, c'est effectivement un enjeu de coordination pour les pouvoirs publics. Chez Vinci Autoroute, on a une idée, un concept, on va dire, un peu participatif ou plutôt pour éviter d'avoir à équiper l'ensemble des réseaux routiers européens de ces technologies-là. On pourrait imaginer faire ce qu'on appelle des couloirs de décarbonation, c'est-à-dire que par exemple, on équiperait un tronçon donné dont on sait qu'il est fortement trafiqué par des poids lourds, typiquement entre Marseille et Lyon, par exemple. Et puis, on équiperait l'autoroute de cette technologie d'autoroute électrique. On aurait 2 hubs de logistique à chaque entrée et sortie de ce couloir. Et on aurait des tracteurs diesel qui pourraient apporter des remorques, qui les donneraient à un tracteur décarboné qui ferait une flotte captive de tracteurs décarbonés qui remonterait ces remorques jusqu'à Lyon. Et le tracteur décarboné, dans le sens, redescendrait. Voilà, ça permettrait, par exemple, dans une logique un peu écosystémique, en discutant avec le secteur du transport de marchandises, d'avoir des accélérateurs de décarbonation sur certains axes sans attendre que tous les poids lourds soient décarbonés ou que toutes les infrastructures soient installées partout. Voilà, donc il y a aussi des réflexions plutôt écosystémiques que nous menons sur ces questions-là. Et peut-être un mot aussi, alors c'est particulièrement vrai pour les véhicules légers. Aujourd'hui, il y a une forme d'autosatisfaction des déploiements massifs qui sont faits sur les aires de service des réseaux autoroutiers concédés, puisqu'effectivement, nous sommes en train d'installer massivement des bornes de recharge, et c'est assez visible, et vous le verrez certainement dans l'été prochain ou l'été d'après sur les autoroutes. Vous verrez qu'il y a beaucoup de bornes qui auront été mises en service. Et donc, je dirais, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, donc on a l'impression que c'est formidable ce qui se passe sur autoroute, mais en fait, on est déjà très en retard d'une certaine façon, puisque les premiers déploiements qu'on a faits, qui sont des stations qu'on est en train de réaliser, sont des stations de 6 ou 8 points de charge. On sait qu'ils vont répondre à la demande de pointe lors des grands départs pour les 2 ou 3 prochaines années au mieux, mais on sait que très rapidement, il va falloir beaucoup plus de bornes que ça. Et il y a une étude qui a été faite par RTE et Enedis l'été dernier, que je vous invite à consulter, qui a montré, avec la trajectoire de véhicules électriques, de croissance des véhicules électriques, dans une dizaine d'années, il va falloir multiplier par 10 le nombre de points de charge qu'on a installés aujourd'hui. Donc on parle entre 20 et 60 bornes de recharge par aire de service en moyenne, d'après ces rapports. Donc c'est assez colossal. Et les aires les plus importantes, donc qui se situent principalement sur l'A7 et l'A9, donc les grands axes de trafic estivaux, c'est des aires de service qui auront l'alimentation électrique de l'aéroport d'Orly. Donc on est quand même sur des puissances extrêmement importantes, avec 100 à 200 bornes qui seront installées sur ces aires. Donc il y a un vrai enjeu de planification de ces investissements, parce qu'ils sont très longs. Et c'est un des enjeux clés en fait de la transition énergétique de la route. C'est que l'État, justement, on parlait de l'État stratège dans l'intervention précédente, qui doit décider de ces grands plans d'investissement. Alors évidemment avec le soutien du secteur privé et des industriels et des opérateurs d'infrastructures. Mais on a vraiment besoin de cet État stratège aujourd'hui qui décide et qui donne de la visibilité sur les investissements à faire. Il y a que l'État finalement, d'une certaine façon, qui peut décider de ces grands plans d'investissement et de ces grands déploiements. Et c'est une condition vraiment indispensable à l'essor de la mobilité électrique sur nos réseaux. Super. Et vaste projet. Et peut-être une dernière question, effectivement, comme disait Caroline tout à l'heure, en termes de ressources, ou peut vous parler de bobines, par exemple pour les routes, on en parlait un petit peu aussi en préparation, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une concurrence d'usage demain, de où est-ce qu'on va mettre j'imagine que les bobines sont en cuivre, ou pas du tout, je me trompe peut-être maintenant. Oui. Et voilà, le cuivre, il n'y en a pas, je crois pas, en Europe. Et est-ce qu'il n'y a pas une concurrence d'usage aussi, et comment arbitrer entre, est-ce que le cuivre, on décide de le mettre pour faire de la 5G, de l'industrie 4.0, des objets connectés de chez soi, de la domotique, ou est-ce qu'on veut faire des autoroutes? Enfin, pareil, est-ce que c'est finalement un choix qu'on subit en fonction des mouvements qui se font, de choix d'infrastructures qui se font? Voilà, ou est-ce que ça risque pas de coincer un moment?
Alors effectivement, le cuivre est globalement un matériau qui est lié à l'électrification des usages et qui va devenir un matériel essentiel pour la transition énergétique. Donc le secteur des transports et la route en particulier n'y échappe pas. Il y a besoin de cuivre pour alimenter, pour construire des câbles pour alimenter les aires de service. Il y a besoin de cuivre dans les bobines inductives, effectivement. Il y aurait besoin de cuivre dans... Voilà, donc le cuivre est effectivement un matériau assez clé. Il y a effectivement une question de quantité potentielle de cuivre. Alors, les enjeux, c'est un peu les mêmes d'ailleurs sur les batteries. Hein. Aujourd'hui, il y a certains matériaux qui sont assez clés dans la construction de batteries, mais d'une manière générale, l'enjeu, il est aussi à la fois d'être capable d'avoir suffisamment de ces matériaux extraits là où ils existent, quand il y en a assez. Et puis l'enjeu, c'est aussi de pouvoir les produire ensuite, les câbles, les batteries en France et en Europe. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas des batteries, il y a 90%, je crois, de la production de batteries qui est réalisée en Asie et en Chine surtout. Donc voilà, c'est aussi pour ça que l'ensemble des industriels de la filière automobile sont en train, avec des partenaires, de construire des gigafactories, des usines de production de batteries en France. Ce qui est intéressant, c'est que il y a des liens assez forts entre ces différentes. Il y a des réactions. Typiquement, plus on met de bornes de recharge dans l'ensemble des réseaux routiers nationaux ou dans l'ensemble des centres-villes ou dans l'ensemble des nœuds périurbains, et moins on a besoin d'avoir une batterie importante dans son véhicule électrique. Donc en fait, les problèmes d'un côté sont des solutions de l'autre. Donc il y a aussi ces éléments-là qu'il faut avoir en tête. Et effectivement, dans le cas des autoroutes électriques, il y a peut-être plus de problématiques côté cuivre, même si il y a besoin de cuivre aussi dans les autres technologies. Mais de la même façon, en fait, il y avait un rapport très intéressant du ministère des Transports qui a démontré qu'on pouvait diviser par 3 ou 4 la taille d'une batterie d'un poids lourd si on avait recours à la technologie électrique par rapport à la technologie d'un poids lourd qui se recharge sur des bornes. Et ben là aussi, on a une économie de matériaux assez considérable et qui permet de préserver certains matériaux pour d'autres usages. Donc c'est une question complexe, oui. mais effectivement qui est bien présente également, ces enjeux de matériaux. Ok. Merci beaucoup. Je propose de continuer avec vous, Benoît. Donc, Benoît Lepezan, vous êtes chargé de projet à la direction de l'investissement et à la Banque des Territoires. Alors, on en parlait, depuis 2018, l'industrie est devenue une vraie priorité en termes d'investissement et d'accompagnement pour la Banque des Territoires. Est-ce que déjà, sur des sujets d'infrastructure, quel type de projet vous avez pu déjà soutenir avec les enjeux de réindustrialisation qui étaient déjà présents à l'époque et de l'industrie du futur? Bonjour à tous. Alors, je vais d'abord vous faire une petite description du groupe Caisse des Dépôts, parce que c'est un groupe qui vous touche tous, qui touche tous les Français, et un groupe dans lequel qui accompagne les territoires tous les jours. En fait, le groupe Caisse des Dépôts a 5 métiers. Tout d'abord, la direction de la protection sociale, qui gère 1/5 des retraites des Français, et notamment le compte personnel de formation. La gestion d'actifs aussi, qui gère un portefeuille d'actions et d'obligations. La gestion des participations stratégiques, notamment, on vient d'en parler, RTE, mais aussi la Compagnie des Alpes, ou par exemple Transdev, ou même La Poste, qui est devenue une filiale dans laquelle on est majoritaire depuis 2020. Et BPI, qui finance les entreprises. Là aussi, c'est un acteur que vous connaissez, qui est une filiale à 50% Caisse des Dépôts, 50% État. Et enfin, la Banque des Territoires, qui est la marque de la Caisse des Dépôts, qui conseille, finance, opère des projets de territoire. Donc moi, je travaille à la Banque des Territoires. Pour vous donner une petite idée en termes d'investissement de la Banque des Territoires, en 2021, on a investi 2,2 milliards d'euros dans 300 projets. Alors, comme mes interlocuteurs, on a été marqué par la pandémie. Au cours de cette pandémie, on a brainstormé comment on pouvait répondre aux territoires, comment on pouvait répondre à leurs besoins. Donc, comme tout le monde a constaté qu'on avait des ruptures de chaîne d'approvisionnement, des faiblesses dans le tissu industriel. Et donc, on a élaboré un plan de réindustrialisation, en tout cas à notre niveau, avec 4 priorités. Tout d'abord, développer l'aménagement et le financement de l'immobilier industriel.
participer à la reconversion des friches industrielles, financer les murs d'usines d'industriels qui veulent se développer, mais aussi permettre à des industriels étrangers ou nationaux de s'implanter très rapidement en France. On l'a vu par exemple lors de la volonté d'implantation de Tesla en Europe. La France a été en concurrence avec l'Allemagne. Aujourd'hui, Tesla s'implante en Allemagne, proche de Berlin. Et donc, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément d'infrastructures, de foncier disponible pour accueillir ces grandes implantations industrielles qui ont un impact fort en termes environnemental, mais aussi qui peuvent avoir un impact fort en termes social. Deuxième priorité, c'est comment répondre aux besoins des industriels. Aujourd'hui, les industriels nous font le retour avec les collectivités qu'il y a principalement deux priorités, ou en tout cas deux manques. C'est le foncier pour s'implanter et c'est le manque de personnel qualifié pour leur activité. Donc, on a voulu aussi développer des formations à destination de publics, de jeunes, justement dans des formations qui sont pas forcément bien valorisées aujourd'hui, malheureusement, mais qui ont une forte demande des industriels, comme l'usinage, comme la soudure, etc. Et donc, on a quelques partenariats, notamment avec le CNAM, l'AFPA, la Fédération des écoles de production, pour irriguer justement ces industriels qui ont des besoins forts de main-d'œuvre. Troisième priorité, c'est accompagner les collectivités dans leur stratégie industrielle et aussi de relocalisation d'activités. On a beaucoup parlé de réimplantation d'industriels avec de nouvelles usines, etc. Mais on se rend compte que sur les territoires, en fait, on a souvent des entreprises, des industries qui veulent réintégrer une partie de leur chaîne de production et pas toute la chaîne de production. Et donc, il y a une volonté de relocalisation d'une partie de leur chaîne et pas forcément de l'usine greenfield au milieu des champs. Donc, comment accompagner les collectivités pour attirer, mais aussi faciliter l'implantation de ces relocalisations d'activités. Et enfin, notre quatrième priorité, c'est participer au verdissement de l'industrie. Et on y arrive comment? On arrive à financer des projets sous différents aspects. Améliorer le process industriel. Donc on peut avoir par exemple des industriels qui ont recours à des énergies fossiles dans leur process industriel et on essaie de les faire basculer sur des énergies renouvelables. On a un fort travail aussi sur des projets d'investissement sur de la récupération de chaleur, par exemple, ou d'hydrogène fatal. J'ai un exemple d'un assyriste allemand sur lequel on va récupérer sa chaleur pour le réinjecter sur le réseau de chaleur strasbourgeois, par exemple. On va financer ce projet. Et aussi, on peut financer par opportunité quelques startups justement dans le système dans les systèmes de récupération de chaleur. Je pense à Starklag ou Water Horizon qui sont des technos un peu innovantes justement dans ces secteurs qui permettent à valoriser cette chaleur fatale qui aujourd'hui est pas utilisée. Il y a encore deux autres points. Pour faire écho à ce que dit Louis Toupasquier sur les infrastructures, on a beaucoup de financement d'infrastructures de recharge, plutôt aujourd'hui sur les véhicules légers, mais aussi sur des infrastructures hydrogène. Aujourd'hui, c'est plutôt couplé avec des réseaux de transport des collectivités locales. Parce que les véhicules aujourd'hui sont plutôt des bus. Alors, on a vu récemment un véhicule hydrogène pour Carrefour, mais comme l'a dit Louis, il y a par rapport à un véhicule diesel aujourd'hui, il y a peu de capacité d'emport et voilà, on est encore en phase de test. Mais en tout cas, sur les véhicules hydrogène, on voit aujourd'hui des bus pertinents, en tout cas qui fonctionnent aujourd'hui dans les réseaux de transport. Et enfin, on accompagne aussi des collectivités, comme je vous l'ai dit, sur les créations d'usines ou en tout cas le portage de l'actif immobilier d'entreprises qui arrivent à
améliorer les performances sur un marché particulier. Je pense à Lactips, qui est une entreprise qui fait du plastique hydrosoluble à partir de la caséine de lait. Donc là, voilà, on a une entreprise innovante française issue de la recherche, et donc on l'accompagne à la création de son usine, sa première usine, et en finançant l'actif immobilier. Tout ça pour vous dire que depuis le début de notre plan de relance et depuis le début de notre focus industrie du plan de relance, on a financé à peu près 450 millions de projets sur à peu près 135 projets. Donc, on voit vraiment chaque année une augmentation de nos investissements, et je pense que ça va aller en progressant. Ok. Alors, donc là, vous avez bien décrit sur un volet infrastructure. Alors, on a voulu aussi parler de filières dans cette table ronde. Justement, vous parlez aussi du rôle que vous jouez dans les écoles de production. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors donc les écoles de production, le principe d'une école de production, c'est former une quinzaine de jeunes sur un métier, comme je vous l'ai dit, l'usinage, la mécanique, etc. C'est plutôt des jeunes en rupture scolaire, et donc le modèle de l'école de production est intéressant parce que les apprenants sont formés directement sur des commandes que leur passent les industriels. Et les industriels sont autour de table de l'école de production, qui fait que au final, ils répondent tout de suite à des besoins concrets d'industriels et se trouvent rapidement confrontés à la vie professionnelle, et se trouvent souvent engagés par l'industrie qui a à disposition des personnes déjà formées. D'accord. Et si on regarde maintenant les prochaines années en termes d'investissement, ce qui a déjà eu donc plus de 2 milliards d'investis, et en termes de rythme d'investissement, est-ce que ça va continuer, et comment est-ce que ça va être le même type de projet, ou enfin est-ce que ça va, voilà, c'est business as usual, ça continue, ou est-ce que pour vous il y a des choses qui doivent évoluer ou qui vont évoluer dans les prochaines années par rapport à ce type d'investissement ? Oui, en fait, on avait parlé tous les deux du troisième volet du 6e rapport du GIEC qui est paru il y a 2 semaines, donc le 4 avril, avec la conclusion de il faut que les émissions de CO2 atteignent leur pic en 2025. Bon, après avoir dit ça, ça veut pas dire qu'il faut augmenter le pic jusqu'en 2025, mais en tout cas, sur le rythme, il faut aller vite. Mais d'un autre côté, il faut aller moins vite. Caroline parlait des smartphones 5G. C'est vrai que voilà, si on augmente la consommation fortement, on a aussi des limites plus rapidement atteintes. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi l'effet rebond, c'est-à-dire que plus on va réduire la consommation de carbone, plus on va avoir peut-être par exemple aller vers d'autres limites, atteindre d'autres limites en termes de matériaux dont on a parlé précédemment. En tout cas, ce troisième volet du 6e rapport parle de différentes possibilités, enfin de différentes solutions, comme on en a déjà un peu parlé, réduire la consommation d'énergie fossile, augmenter le financement des ENR, enfin en tout cas le développement des ENR, passer à l'électrification, aller sur plus d'efficacité énergétique et changer nos modes de vie, et ça a été évoqué pour la première fois, se passer sur de la sobriété aussi. Et surtout, là c'est peut-être pour moi, surtout améliorer le financement, ou en tout cas augmenter le financement des infrastructures et des filières bas carbone. Il y a eu un chapitre justement sur la finance, constatant que il y avait une épargne dans le monde assez conséquente, et que cette épargne, il fallait la réintroduire, en tout cas la flécher vers ces infrastructures et filières bas carbone. Peut-être au niveau rythme, ce que je constate, c'est que en tant que banquier, c'est un peu facile, mais on peut entendre, voilà, en fait, c'est pas un problème d'argent, c'est plutôt un problème de projet.
Je pense que ce qu'ont dit Caroline et Louis est intéressant parce que on voit que toute solution est complexe. Et c'est là où on pense que toute l'ingénierie à ces projets multi-acteurs complexes est essentielle. Et c'est pour ça qu'on accompagne les collectivités dans l'ingénierie en amont de ces projets pour pas se tromper et pour mettre les bonnes personnes autour de la table. C'est ce qu'on fait aussi avec les autres opérateurs du programme Territoire Industrie, qui est un programme de l'État, où vous avez différents opérateurs, Business France, BPI, Banque des Territoires, ADEME. Et donc on essaie de répondre aux collectivités et aux industriels. Sur chaque territoire d'industrie, il y a un binôme élu industriel à leurs besoins. Voilà, j'ai des besoins en termes de foncier, j'ai des problèmes juridiques sur un montage d'un projet. Comment vous pouvez m'aider? Bah là, on leur cofinance des études justement pour trouver des modèles, pour aller plus loin et pour faire avancer ces projets. Au-delà de, en tout cas, c'est complémentaire à la politique de filière qui existe au niveau national. Cette démarche territoire industrie est intéressante. Voilà, on a le pendant politique filière top-down et l'autre pendant politique filière bottom-up des collectivités et des industriels. Et donc notre conviction, en tout cas, c'est d'accompagner le plus possible ces projets et de trouver le meilleur dispositif de financement de ces projets. Et le programme Territoire Industrie, je pense, c'est une bonne réponse à cette problématique. Ok, merci beaucoup Benoît. Donc on va faire la dernière étape de ce tour de table avant de passer aux questions. Donc Édouard Sichel, vous êtes donc chargé de mission énergie au Gimelec. Alors déjà, est-ce que vous pouvez donc vous allez nous donner peut-être un peu la parole des industries qui sont adhérentes au Gimelec. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire quelques mots du Gimelec? Oui, tout à fait. Donc déjà, bonjour à tous et merci de me permettre de m'exprimer ce matin. J'avais une autre slide peut-être plutôt pour commencer. Je suis chargé de mission énergie au Gimelec. Alors le Gimelec, qu'on parlait un petit peu de filière, là ça va être vraiment la filière des industriels des réseaux électriques. Alors c'est-à-dire vraiment pas les producteurs, mais tous ceux qui vont fabriquer les équipements, ce qu'on retrouve sur la ligne, bon, c'est-à-dire des transformateurs, disjoncteurs, redresseurs, onduleurs, même tout ce qui va être automatisme et contrôle-commande, les boîtiers, les panneaux de comptage, typiquement les compteurs Linky, ou encore ce qu'on va retrouver autour d'un poteau pour fixer les lignes aériennes, enfin les ferrures, les armements, les connectiques. Donc tout ça, c'est des entreprises qui sont au Gimelec. Bon, si je vous cite quelques grands noms, vous allez reconnaître. On va trouver du Schneider Electric, du General Electric, Hitachi, ABB, Legrand, Siemens, ce type d'entreprise. Donc ça, évidemment, c'est les plus connus. Mais on compte un grand nombre de TI et de PME. Donc au total, c'est plus de 200 entreprises adhérentes qui représentent 67 000 emplois en France et un chiffre d'affaires généré depuis la France de 15 milliards. Et donc, on constitue à peu près 90% de la filière électronumérique française, donc une bonne représentativité. Alors, quels enjeux pour ces industries avec tous les changements dont on vient de parler? Ouais, tout à fait. Je vais faire écho à plusieurs choses qui ont déjà été dites. Alors, je vais me concentrer vraiment sur la partie réseau de transport et distribution d'électricité parce que c'est mon cœur de métier, mais on étudie plusieurs autres marchés au Gimelec, dont l'industrie, tout ce qui va être industrie 4.0 avec tous les automatismes, tout ce qui va être aussi le bâtiment, donc notamment au niveau de la gestion technique. Mais donc, pour parler vraiment des réseaux de transport et distribution, donc on a un réseau électrique qui est en grand changement. Alors en fait, le truc qu'il faut bien comprendre, pour faire un lien un petit peu décarbonation, c'est que la transition énergétique, ça va se traduire, selon les orientations de la stratégie nationale bas carbone et de la programmation pluriannuelle de l'énergie, par une baisse de la consommation d'énergie totale en France. Donc c'est ce que vous pouvez voir sur le graphique à droite là, où on va passer de 1600 TWh aujourd'hui à 930 TWh. Mais cependant, dans cette consommation d'énergie, on va avoir une augmentation d'électricité. Donc vous pouvez voir que la part augmente de 25% à 55%. Alors j'avais mis une estimation là que ce serait de l'ordre d'une augmentation de 200 TWh de consommation annuelle
d'ici 2050. Bon, en fait, en faisant les calculs, c'était plus aux alentours de 100. Bon, de toute façon, ça dépend un petit peu des études. Mais donc, il va y avoir une grosse augmentation de consommation électrique dans les années à venir. En plus de ça, on a des gros changements sur le réseau électrique. Donc, on a peu à peu une décroissance du nucléaire qui est remplacée par les énergies renouvelables. Je vous ai mis le petit graphe là en bas à droite qui représente un petit peu le rythme de ces raccordements d'énergie renouvelable. Vous pouvez voir que l'année 2021, ça a été une année vraiment record où on a eu 4 gigawatts de raccordement. Et par rapport aux années précédentes où le record historique devait être à 2,5, c'est assez historique en fait. Et c'est assez élevé, mais ça reste quand même relativement bas par rapport aux objectifs qui sont dictés justement par la programmation pluriannuelle de l'énergie, où on voit notamment que l'éolien est très à la baisse et qu'il faudrait un rythme presque 2 fois supérieur pour atteindre les objectifs d'ici 2028, hein, que le solaire, même là, qui représente la majeure partie avec plus de 2 gigawatts connectés, on va avoir encore besoin d'accélérer. Donc ce rythme de raccordement très élevé, il va se maintenir, voire il va encore accélérer. En plus de ça, on a d'autres usages qui apparaissent sur le réseau, qui contribuent à le complexifier. Donc, globalement, le réseau électrique doit devenir plus intelligent parce qu'on a une forme de décentralisation avec le schéma avant du courant qui va de la grosse centrale jusqu'au consommateur. Là, avec les ENR, c'est plus diffus. On a d'autres phénomènes qui apparaissent comme l'autoconsommation, les consommateurs qui peuvent devenir producteurs, le réseau qui est plus unidirectionnel. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui vont arriver comme la mobilité électrique dont on a parlé, d'autres problématiques comme par exemple l'alimentation des data centers. Donc tout ça, ça va ajouter beaucoup de complexité et de challenges à faire sur ce réseau électrique et derrière pour les industriels qui fournissent les équipements qui vont sur ces réseaux. Alors donc pour revenir un petit peu sur le point de vue des industriels, bon comme dans toute industrie, je suppose qu'on est assez familier autour de la table, la principale priorité, ça va être de réussir à prévoir les niveaux de commande pour tout type d'équipement. Bon, c'est un petit peu le rêve de l'industriel de savoir que dans tel nombre d'années, on va avoir besoin de tel équipement en telle quantité. Et donc, il va falloir traduire ces grandes stratégies direction nationale, à la fois directement en impact sur le réseau. Ça, c'est des travaux qui sont faits notamment par RTE et son gros rapport là, sur les prospectives 2050 sur le réseau. Et ensuite, nous, ça c'est un travail qu'on essaye de faire, soit de notre côté en tant qu'analyse au Gmelec, soit en travaillant justement avec RTE ou avec Enedis, de traduire, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire en termes de capteurs, de contrôle commande, de transformateurs qu'il va falloir prévoir dans la décennie à venir. Alors cette prévision, ça va avec un autre sujet qu'on a un petit peu abordé, qui est la question des matières premières. Donc par exemple celle du cuivre. Alors ça se fait à 2 niveaux. Alors j'en profite pour faire le lien parce que sur le court terme, l'année 2021 a été assez compliquée dans la plupart des secteurs. Les équipements électriques, on a été très touchés dans les tensions d'approvisionnement. Je crois que ça reste un petit peu en dessous de ce qui est automobile, mais pas si loin. Bon, ça va toucher vraiment tout type de matières premières, c'est-à-dire on retrouve beaucoup tout ce qui va être composants électroniques, semi-conducteurs, donc tout ce qui va être numérique, où on parle de facteurs qui peuvent avoir des facteurs d'augmentation de prix de 10 voire 100, des délais qui peuvent exploser. Et ça, c'est vrai un petit peu partout. Par exemple, sur le cuivre, sur l'aluminium. X à x100 ou plus 10 à 100%? x10, x100. x10 à x100. Ouais. Et ouais, c'est beaucoup. C'est énorme. Et donc ouais, c'est vrai aussi sur la plupart des métaux qui vont rentrer sur le réseau électrique, sur les plastiques, les résines, et aussi sur tout ce qui va être transport. Donc une situation qui peut être assez dure pour les industriels et qui se répercute forcément sur les clients en termes d'augmentation de prix et de délai. Bon, c'est aussi un petit peu notre rôle de sensibiliser sur ce sujet, et notamment par les relations qu'on peut avoir. Donc c'est un petit peu particulier les réseaux de transport et de distribution en France, puisqu'il y a 2 gros clients qui sont Enedis pour le réseau de distribution et RTE pour le réseau de transport.
bon, je parle en tant que client parce que je me place du point de vue des industriels. Et donc avec parfois des contrats qui peuvent s'étendre sur plusieurs années. Ce qui peut être compliqué s'il y a le prix qui était fixé il y a 4 ans et qu'entre-temps, avec l'augmentation des prix des matières premières, le coût des transformateurs a doublé. Donc s'il n'y a pas la clause de révision favorable sur le contrat, c'est assez compliqué pour l'industriel derrière. Donc ça, c'est vraiment sur le court terme. Ensuite, il y a toute une réflexion à avoir sur le long terme, et là je rejoins ce qu'on se disait un petit peu sur le cuivre par exemple, où il va y avoir d'énormes nécessités avec les travaux dont je parlais sur le réseau électrique. Et là, une alerte avec les tensions qu'on voit en approvisionnement récemment, où on se dit qu'un gros enjeu, c'est de réussir à sécuriser cet approvisionnement. Et aussi, pour faire le lien un petit peu décarbonation, de favoriser par exemple des démarches de type économie circulaire, mais ce qui peut poser d'autres questions assez difficiles à résoudre. Parce que par exemple, on va vouloir privilégier des équipements qui ont une grosse efficacité énergétique, mais pour ça, il faut aussi de la matière première, notamment par exemple du cuivre de qualité qu'on ne peut pas forcément recycler. Donc il va y avoir toujours un petit peu une sorte d'équilibrage à trouver à ce niveau-là. Alors voilà pour cet enjeu. Bon, je parlais un petit peu d'efficacité énergétique. J'en profite pour valoriser la grande qualité des équipements qui sont faits par nos entreprises. Mais globalement, c'est vrai qu'en France, on a des réseaux de transport et distribution qui sont très efficaces, notamment parce que les clients RTE et Enedis ont des spécificités techniques qui sont plutôt importantes. Et ça, c'est des choses qu'on essaye aussi de défendre, notamment à l'international. Donc ça, c'est un sujet qui est assez important dans cette filière. C'est que justement, comme il n'y a que 2 gros clients, ça va être très important pour nos entreprises de se développer aussi à l'export, justement pour pouvoir avoir moins une situation de dépendance, parce que voilà, si on rate un marché avec RTE, après ça, c'est un petit peu compliqué. Et donc la question se pose notamment surtout pour tout ce qui est les PME, les ETI, puisque bon, les grands groupes avec beaucoup de filiales un peu partout dans le monde sont moins en difficulté à ce sujet, et que la question était assez compliquée récemment avec le Covid qui gênait les déplacements, aller voir les clients, et la concurrence internationale qui se fait de plus en plus rude, notamment des pays asiatiques. Enfin, un dernier enjeu que j'ai mis, c'est participer à l'attractivité de la filière, donc notamment en termes de recrutement. On en a parlé aussi, ces travaux notamment sur le réseau électrique, ça demande énormément de cerveaux et de bras. Et donc, bon, comme je le présentais un petit peu comme une filière nécessaire à la transition énergétique et où il y a de l'emploi et où il va y en avoir pour plusieurs années, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, je jette ça à tout hasard. Il y a du boulot. Et si j'ai le temps, j'avais prévu de dire quelques mots sur l'hydrogène. Ok, ouais. Super. J'ai une autre slide derrière. Donc, nous, une de nos missions Giméric, comme je le disais, c'est justement de faire, de déblayer un petit peu les marchés pour nos entreprises. Et un sujet sur lequel on s'intéressait beaucoup, comme beaucoup de personnes, c'est le sujet de l'hydrogène, qui je crois d'ailleurs était un sujet de conférence précédente ici. Et donc, je vais peut-être aller très rapidement sur le contexte, mais pour... Ouais, c'est en 1 minute, comme ça on garde du temps pour les questions, mais allez-y. Ouais, très bien. Donc, en fait, en termes de décarbonation, l'hydrogène, c'est un sujet super important, puisque ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il est déjà... On parle beaucoup des utilisations prospectives, notamment pour le transport, mais il faut savoir que l'hydrogène est déjà aujourd'hui massivement utilisé dans l'industrie, donc il y a certains procédés pour lesquels on peut difficilement s'en passer, et il est aujourd'hui produit de façon carbonée, c'est-à-dire que mondialement, on produit 70 millions de tonnes d'hydrogène chaque année, ce qui équivaut à 830 millions de tonnes de CO2 émis. Or, cet hydrogène, c'est parce qu'il est produit par vaporeformage, notamment à partir de gaz naturel. On peut décarboner sa production, par exemple en mettant des dispositifs capture carbone en sortie, mais c'est pas forcément optimal en termes d'émissions, et ça nous laisse toujours assez dépendants en termes de gaz naturel, ce qui peut poser quelques tensions géopolitiques en ce moment.
Et un autre procédé qu'on a beaucoup étudié au GIMELEC pour fabriquer l'hydrogène, c'est donc à partir d'électricité via électrolyse, où en fait l'intérêt c'est que la principale source de pollution va être dans la production de l'électricité elle-même. Et donc si on a un réseau qui est à la base très décarboné, comme c'est le cas avec notre mix français nucléaire ENR, on va pouvoir brancher les électrolyseurs directement sur le réseau, ce qui va pouvoir participer à la création d'une filière de production d'hydrogène décarboné très compétitive. Donc on a lancé une grosse étude pour voir quel marché ça dégagerait pour nos industriels au GIMELEC, en s'appuyant sur ça, sur toute la différente documentation qui est sortie, notamment les récentes études de RTE, AFIPAC, France Hydrogène, CRE, Comité stratégique de filière, enfin tout le monde s'est un petit peu prononcé sur le sujet avec des vues un peu différentes. Nous, on essayait de prendre le scénario le plus probable. On a l'idée que l'hydrogène, déjà sur les usages, alors je suis plutôt aligné avec Louis, notamment en ce qui concerne le transport, où pour l'instant, la priorité, ça va être surtout pour l'industrie, pour remplacer l'hydrogène carboné existant. Ensuite, éventuellement, ce sera sur les transports, mais plutôt sur les usages plus difficiles à électrifier directement. Donc typiquement, le véhicule léger, c'est une solution qui nous paraît peu pertinente par rapport à la voiture électrique, mais sur les bus, par exemple, ou les poids lourds, ça peut être une solution. Alors plutôt à partir de e-fuel, c'est-à-dire qu'on va mélanger l'hydrogène à d'autres composantes. Et en termes de déploiement, donc on voit ça en émergence de plusieurs gros clusters industriels. Plutôt, on va parler de bassins hydrogène. Je crois que cluster, c'est encore trop connoté Covid. Donc des bassins hydrogène qui vont se développer autour des usages existants, avec déjà des très forts apports de puissance électrique qui vont être nécessaires très rapidement. Donc on parle par exemple dans certaines zones de 2 gigawatts d'ici 2030. Donc tout ça, les usines qui sont associées, il faut les raccorder au réseau électrique. C'était ce qui avait été évoqué aussi avant. Il va y avoir beaucoup de... On passe, là on a déjà certains projets, donc notamment certains qui sont accompagnés par Caisse des dépôts ou Banque des territoires qui sont en train d'émerger, mais il va falloir passer de cas singuliers un peu sur mesure à la production de masse, et pour ça, un petit peu de la même manière que pour le véhicule électrique, va y avoir des harmonisations, des standardisations à faire, notamment en termes de technologie d'électrolyse et d'architecture à effectuer. Et donc, c'est sur ce créneau-là qu'au GIMELEC, on va se positionner, un petit peu en complémentarité avec d'autres acteurs qui existent déjà, comme France Hydrogène, mais qui n'adressent pas vraiment cet aspect technique, notamment en termes de normalisation. Ok. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Je vous propose de passer aux questions en donnant le micro ou la parole à la salle. Donc, il faut venir au pupitre, c'est ça? Donc, vous avez un pupitre. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Bonjour. Ouais. Véhicule électrique, donc j'ai bien entendu ce que vous faut rapprocher du micro. disant que c'est ce qui va se développer. Effectivement, ça se développe très vite. Vous avez parlé de l'équipement des usagers. Il y a encore beaucoup de progrès. Je ne peux que vous témoigner ça et vous encourager. La question, elle vient surtout pour les particuliers qui veulent acheter aujourd'hui un véhicule électrique. Je crois qu'il y a eu 40% d'achats de parts de marché au premier trimestre. Quand ils habitent dans un immeuble aujourd'hui, comment font-ils? Qui se pose cette question? Vous avez parlé de devoir apporter des gros tuyaux pour les stations-service. Qui va équiper les barres d'immeubles où il y a 200 logements et où il y a des parkings et comment on imagine cet équipement et cette infrastructure? Merci. Quelqu'un? Louis, peut-être ou... Alors, je ne suis pas un expert de cette question-là parce que Vinci Autoroute, c'est pas dans notre cœur de métier, mais ce que je peux vous apporter comme élément de réponse là-dessus, c'est que c'est effectivement un des enjeux majeurs, la recharge à domicile. Aujourd'hui, 90% des gens qui ont un véhicule électrique se rechargent à leur domicile ou sur leur lieu de travail.
et c'est un comportement qui va rester probablement comme ça, parce que c'est le principal intérêt du véhicule électrique. C'est qu'en gros, la recharge à domicile, donc une recharge lente en une nuit ou en une journée de travail, ça coûte 2 à 3 fois moins cher que l'équivalent en essence ou en diesel, alors même encore plus en ce moment. Donc c'est effectivement l'intérêt principal, c'est de pouvoir se recharger lentement chez soi. Alors quand on a un pavillon, c'est très facile. Quand on vit dans un immeuble en copropriété, c'est une autre difficulté. Il y a pas mal de textes qui sont en cours de discussion, de textes post-loi climat et résilience. Il y a des textes réglementaires qui vont permettre à Enedis ou aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité de prééquiper des copropriétés et de préfinancer, parce que le problème, c'est que la première personne qui veut installer le câble chez lui, il paye un peu pour tout le monde, en fait, d'une certaine façon. Donc, il y a un dispositif qui est en cours de mise en place pour que Enedis, par exemple, puisse préfinancer le prééquipement et que, du coup, qu'un particulier copropriétaire puisse faire ce déploiement plus facilement, entre guillemets. Voilà ce que je peux vous apporter comme élément de réponse là-dessus. Peut-être un complément. Alors, la Banque des Territoires, on a créé une filiale qui s'appelle Logivolt, qui permet de financer justement l'installation de bornes de recharge dans les copropriétés, et qui évite la prise d'un coût par la copropriété, qui était souvent le point bloquant, parce que qui dit coût pour la copropriété dit vote et dit non. Donc voilà, on a designé une solution de financement sur ce cadre-là. Et après, enfin, il y a aussi d'autres possibilités de financement. On voit des acteurs privés qui justement ont trouvé des modèles qui évitent de mettre la copropriété comme partie prenante du financement, ce qui permet de lever ce blocage qu'on avait jusqu'à présent dans les copropriétés. En tout cas, il y a des offres qui arrivent, dont Logivolt, mais il y en a d'autres qui arrivent et qui permettent de décupler cette arrivée des bornes dans les copropriétés. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Il faut aller au micro, tout à fait. L'approvisionnement en cuivre, ça me semble être un gap parce que tous les pays vont avoir le même problème que nous. C'est-à-dire qu'on va vers une augmentation de consommation du cuivre. Et quelles sont les perspectives d'approvisionnement? Et deuxièmement, en ce qui concerne, j'ai compris qu'il y avait un problème de qualité, en ce qui concerne le recyclage du cuivre, quel pourcentage ça peut représenter dans la consommation de cuivre qui va nous être nécessaire? Ouais. J'ai l'impression que la question s'adressait surtout à moi. Malheureusement, je vais être assez à sec pour vous répondre sur les réponses chiffrées. Je préfère pas trop m'avancer. Moi, j'ai une partie de la réponse, mais donc, je vais vous laisser répondre. Je crois que c'est l'IFEP qui ça date d'il y a 1 ou 2 ans, ce chiffre, qui expliquait que 90% des réserves de cuivre qui sont aujourd'hui connues seront épuisées à 2050. Donc ça pose. Alors après, ça n'empêchera pas de trouver d'autres montagnes où il y aura d'autres mines qui seront ouvertes, mais effectivement, il y a une question sur le cuivre. Je ne sais pas si vous avez ces chiffres-là, mais d'une ressource qui est pas surabondante en fait, et donc avec un risque de se retrouver asséché entre guillemets sur cette ressource-là. Et après sur le recyclage, ça j'ai moins l'info de ce qui est la quantité qui peut être recyclée. Ce qui est sûr, c'est que pour les batteries électriques aujourd'hui, elles sont pas toutes conçues pour être ouvertes. Enfin, il y a un problème déjà de conception des objets. Enfin, typiquement, moi là, je teste. J'ai un Fairphone, il peut s'ouvrir. Je peux l'ouvrir, je peux enlever des pièces. Un iPhone, c'est plus compliqué déjà. Donc, il y a aussi un sujet de conception des produits pour produire avoir des produits qui soient ouverts dans le sens où une concession ouverte, quoi, avec une conception ouverte.
avec des plans, avec un accès au plan, comment on peut le démonter, pouvoir enlever le cuivre facilement. Et il y a la plupart, on en discutait avec Schneider Electric il n'y a pas longtemps, qui ont des démarches d'éco-conception déjà assez poussées, mais surtout sur le volet énergétique, parce qu'ils sont beaucoup dans l'efficience énergétique. Et il y a beaucoup de cuivre dans leurs équipements, et des équipements qui durent 30 à 50 ans pour certains. Et donc ils se disent, bah, tiens, on est en train de mettre du cuivre, plusieurs kilos de cuivre, et dans 30 ou 50 ans, ça se trouve, on n'en a plus. Donc comment on vient déjà concevoir des produits où on sait qu'on est capable de récupérer le cuivre parce que il n'est pas collé, il n'est pas dans une zone inaccessible, etc. Et comment même dans les modèles économiques, est-ce qu'on vend le produit et puis on ne sait pas ce qui devient après, ou est-ce qu'il n'y a pas des clauses ou des modèles économiques qui permettent de finalement garder la main sur la matière en tant que constructeur pour être garant de récupérer la matière en fin d'usage et de la refaire circuler dans les cycles techniques. Donc aujourd'hui, les concepts existent, mais c'est vrai qu'il y a tout un volet de conception de produits qui n'a pas été fait pour ça aujourd'hui, parce que c'est un type de ressource qui n'avait pas autant de prégnance ou de tension sur les approvisionnements qu'il y a aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si je parle sous le contrôle aussi. Non, c'est bon, merci. Merci. Oui. De la société, ce qu'on appelle la société civile. On en entend beaucoup parler, mais elle n'est pas très présente. Donc, voilà, je fais œuvre de présence. Oui, moi, j'ai été interpellée par deux choses. C'est la concurrence des usages. Alors, j'ai vu la concurrence des usages du point de vue de l'occupation de l'espace et donc des territoires, quand on veut implanter une usine, par exemple, et quand on veut développer aussi notre agriculture. Donc, il y a des conflits d'usage qui interpellent probablement très fortement nos collectivités locales et qui posent des problèmes. Et il y a aussi des conflits d'usage au sein du citoyen lambda, qui lui aussi se pose des questions auxquelles il ne trouve pas forcément de réponse. Donc ça, c'est la deuxième point. Le troisième point, c'est que il me semble que lorsqu'on veut faire de la concertation au plus proche des territoires, comment on réintègre la société civile, parce que on dit l'acceptabilité sociale. Enfin, moi, j'ai vu les combats autour des centrales nucléaires. Je fais partie de cette génération. À l'époque, l'acceptabilité sociale, on s'en tapait un peu. On a vu ce que ça a donné. Donc, excusez-moi ce mot un peu cavalier, mais n'empêche que si on veut vraiment transformer les usages, agir sur les modes de vie, il faut absolument impliquer la société civile dans sa capacité qu'elle a de raisonner et de constituer un élément de la planification écologique si elle doit avoir lieu. Il faudra bien la développer à toutes les échelles de territoire. Voilà les trois points qui me paraissent importants. Et si vous formuliez une question par rapport à ces trois points-là, comment vous, industriels, vous pensez cette connectivité entre des acteurs qui ont des intérêts divergents a priori, mais qui peuvent converger vers un intérêt commun? Caroline, ouais, plusieurs. Et puis... oui, alors déjà, j'ai commencé mon intervention sans présenter la Fabrique de l'Industrie et je vais en venir à ce point-là parce que donc la Fabrique de l'Industrie, c'est un think tank, c'est un laboratoire d'idées qui est dédié à l'étude des questions industrielles et une de nos missions, c'est de redonner une image positive de l'industrie et deux, essayer justement d'établir un dialogue entre les industriels et toutes les autres parties, que ce soit la société civile, les pouvoirs politiques, les collectivités. Moi, au sein de la Fabrique, je suis particulièrement je suis en charge du volet territoire.
Donc, dans ce cadre-là, la Fabrique a créé un partenariat autour de l'Observatoire des territoires d'industrie, donc qui prend comme point d'entrée le programme Territoire d'industrie dont Benoît a parlé précédemment. Et ce partenariat est notamment établi avec la Banque des territoires. Donc, dans ce cadre-là, on va à la rencontre des territoires, et c'est dans ce cadre-là que nous sommes aperçus que vraiment la mobilisation et la concertation de la société civile est importante. Pour les questions de transition écologique, mais également pour les questions autour de la réindustrialisation. On va dire côté territoire, comment s'organise cette concertation? Dans le cadre du programme Territoire d'industrie, les territoires au début ont eu du mal à mobiliser les acteurs autour de ce programme-là parce que ce soit les industriels ou les collectivités parfois avaient du mal à voir l'intérêt de ce programme-là. Mais sur certains territoires, ils ont vraiment saisi l'opportunité de ce programme justement pour faire parler ensemble pour la première fois, déjà des industriels et des collectivités, parce qu'on s'est rendu compte que même sur un territoire où ils étaient co-localisés, ils ne parlaient pas ensemble, des industriels entre eux, des industriels se sont rencontrés, on a eu le cas sur, je crois que c'est sur Lamballe, le territoire de Lamballe, où deux entreprises qui étaient localisées sur la même zone industrielle ne savaient pas ce que faisaient l'une et l'autre. Donc déjà, effectivement, entre industriels et collectivités locales, et bien sûr, entre industriels, collectivités locales et société civile. Donc il y a des réunions qui sont organisées déjà pour établir quels sont les intérêts des uns et des autres. Il y a des ateliers aussi qui sont portés notamment par l'Agence nationale de la cohésion des territoires sur certains territoires pour voir justement quelles sont les on va dire les attentes de chaque partie prenante. Encore une fois, l'idée de la concertation, c'est aussi d'arriver à un compromis. On ne pourra pas satisfaire pleinement les intérêts de chaque partie prenante parce qu'on sait que les intérêts peuvent être divergents, mais l'idée, c'est effectivement d'avoir à minima cette concertation-là. Et comme je le disais tout à l'heure, sur cette question d'acceptabilité sociale, il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Parce qu'il y a des humains et parce qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts. Mais en tout cas, il me semble que sur les territoires, il y a vraiment cette volonté de faire naître cette concertation avec la société civile. Mais encore une fois, après, ça dépend des élus, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, nous, à la Fabrique, on est preneurs, en tout cas, des témoignages aussi venant de la société civile. Merci. D'un sujet spécifique, c'est les friches industrielles. On voit que la loi climat et résilience, quand même, il y a un changement de paradigme, pour dire un gros mot. Les collectivités se trouvent de plus en plus face à des obligations réglementaires assez fortes de non-artificialisation des sols. Vous en avez parlé dans une conférence précédente. Et on se rend compte que malheureusement, encore aujourd'hui, c'est moins cher de s'implanter sur du terrain agricole que sur une friche industrielle. Mais de plus en plus, je pense que la contrainte va arriver de plus en plus. Je vous ai parlé d'un projet qui faisait du plastique hydrosoluble à base de caséine de lait. Ils se sont implantés sur une ancienne friche industrielle dans un bassin minier à côté de Saint-Étienne. Et voilà, on avait un bâtiment qui était à l'abandon depuis 2 ans. On l'a repris, on l'a mis aux normes, on a mis des salles blanches, on a mis une salle de production. Et donc voilà, ça évite de consommer du terrain agricole. Mais vous avez raison, aujourd'hui, on n'a pas encore fait la bascule. Et on essaie de trouver des moyens de financement qui permettent de rendre plus attractives ces zones-là que des terrains agricoles. Mais voilà, on voit vraiment qu'il y a quand même une bascule, ça va peut-être pas assez vite, mais je n'ai peut-être pas parlé précédemment, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus d'aide publique. On voit avec France Relance, il y a eu un fonds friche qui a permis de subventionner la remise en production d'espaces artificialisés. Et il y a cette volonté d'aller plus loin sur cette thématique importante et de consommer moins de foncière agricole.
Non, Dernier volet moi, de je peux peut-être réponse. compléter sur alors, en tant que délégataire d'un service public autoroutier, Vinci Autoroute, les sociétés de Vinci Autoroute gèrent un foncier public très important. On a 36 000 hectares que nous gérons. Effectivement, ces questions de conflit d'usage et d'intérêts contradictoires de politiques pourtant publiques qui sont toutes aussi importantes les unes que les autres, on les vit un peu au quotidien. Je peux vous donner des exemples assez concrets. On a par exemple des délaissés autoroutiers, c'est-à-dire des zones qui avaient été nécessaires pour la construction de l'autoroute et qui aujourd'hui sont inutilisés. Et aujourd'hui, c'est des sites sur lesquels on rencontre des usages très différents. Il y a par exemple des usages agricoles. Il y a parfois des agriculteurs qui se sont implantés sur ces sites-là. Ces sites sont parfois utiles pour faire du photovoltaïque, voilà, il y a des sites dégradés sur lesquels il y a moins de biodiversité et ça peut être intéressant de faire du photovoltaïque. Il y a des sites dégradés sur lesquels, comme nous avons des objectifs de zéro artificialisation nette, on souhaite les renaturer. Voilà, donc en fait, on a et puis il y a certains sites sur lesquels il faut par exemple construire un parking de covoiturage ou un pôle d'échange multimodal donc voilà, donc il y a d'autres sites encore qui intéressent les collectivités parce qu'elles veulent construire un nouveau bâtiment public ou autre. Donc en fait, on est vraiment sur des questions où on est à la croisée de contraintes de différentes politiques publiques qui sont toutes importantes et utiles, notamment pour la transition écologique. Je crois que la seule réponse à ça, c'est un rôle des collectivités. En fait, finalement, la collectivité locale, notamment les élus locaux, les maires, par exemple, sont les interlocuteurs un peu clés pour savoir si dans un territoire, est-ce qu'il vaut mieux pour l'intérêt commun, on va dire, au-delà de la demande de telle ou telle personne individuelle, quelle est la bonne décision à prendre pour un terrain donné. C'est vrai que nous, on s'appuie beaucoup sur les concertations avec les élus locaux et en particulier avec les maires dans le cadre de leurs décisions d'aménagement du territoire ou des différents enjeux qui sont croisés. Mais il n'y a pas de réponse unique à ça, puisqu'il y a, voilà, le foncier est un sujet contraint. Et donc, je pense qu'on oublie très souvent le rôle des maires qui ont un rôle tout à fait fondamental dans notre démocratie pour choisir et justement être l'interface entre des projets industriels, des politiques publiques et les citoyens. En tout cas, le débat démocratique par rapport à tous ces sujets-là est un point très important. On verra ce soir s'ils en parlent. On aura peut-être un bout de réponse complémentaire. Et ah oui, c'est ça. Alors, je vais prendre. Il y a quelques questions, donc parce que sur à distance. Alors, il y en a pas mal. Il nous reste peut-être le temps de faire une salle de questions-réponses. Je vais essayer d'en coupler deux autour de. Alors, c'est beaucoup autour de la voiture électrique et des autoroutes. Donc, devinez qui va répondre. Et alors, déjà, il y a deux questions. Peut-être alors, de Dominique Chauvin. Pourquoi la recharge rapide sur autoroute est-elle plus chère qu'un plein d'essence ? Est-ce vrai? Et si oui, pourquoi? Et la deuxième, comme ça, de Didier Rolls. Pensez-vous que le rétrofit électrique de véhicules thermiques a un avenir plutôt que d'acheter de nouvelles voitures? Est-ce que celle qu'on a, parce qu'il y a de la matière, on parlait qu'il y a peut-être du cuivre dedans aussi, je sais pas. Voilà, est-ce que ça finit à la casse ou est-ce on pourrait renouveler le parc actuel, mais avec les voitures qu'on a aujourd'hui? Deux questions. Alors après, voilà. Alors, je peux répondre à la première évidemment. Alors, effectivement, aujourd'hui, ça coûte plus cher, un peu moins en ce moment, vu les prix de l'essence et du diesel, mais globalement, oui, le prix de la recharge sur autoroute, en équivalent kilométrique, il est supérieur à un prix de plein d'essence. C'est d'ailleurs un vrai frein à l'achat de véhicules électriques. Parce que je le disais tout à l'heure, 90% des recharges elles se font au domicile ou sur le lieu de travail à 2-3 fois moins cher que le plein d'essence. Et pour la majorité des usagers des réseaux routiers, on va se recharger beaucoup moins cher 90% et un peu plus cher 10% du temps. Donc en fait, rationnellement, le calcul économique est censé être positif. Mais nous sommes des êtres qui ne sommes pas parfaitement rationnels et on a des biais cognitifs. Et il y a un biais qui est très fort et qui a été surtout identifié par les constructeurs automobiles, qui est justement le prix de la recharge en itinérance, qui est un vrai frein psychologique à l'achat et au passage à l'électrique. Voilà, ça c'est pour le volet comportement. Après, pour expliquer pourquoi est-ce que aujourd'hui les opérateurs de bornes ont ces tarifs-là, c'est parce qu'en fait les investissements qu'ils supportent sont vraiment lourds. Pour vous donner un ordre de grandeur, les 6 à 8 bornes qu'on installe aujourd'hui en moyenne sur les aires de service, c'est l'alimentation électrique d'un petit village ou d'un gros hameau. C'est à peu près 2000 micro-ondes qui fonctionnent en même temps en termes de puissance électrique, et ça coûte 1 million d'euros en moyenne de faire ces 6 à 8 bornes. Dans 10 ans, il en faut 10 fois plus.
de bornes, et c'est des coûts qui sont pas linéaires. Il y a des coûts de raccordement qui augmentent beaucoup plus fortement. Donc, enfin, c'est globalement en fait un modèle économique qui est basé sur des investissements très importants. Et donc, du coup, les opérateurs de bornes, l'essentiel du prix de la recharge, c'est pas l'électricité, c'est l'amortissement de ces gros investissements. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un vrai enjeu. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple en Allemagne, il y a eu un choix assez radical qui a été fait par le gouvernement sur les appels d'offres en cours pour déployer des bornes de recharge sur les grands axes. C'est de plafonner le prix de l'électricité revendue. Alors, c'est une condition de l'obtention des subventions. Donc voilà, il y a des solutions, il y a des possibilités, mais ce sera effectivement un des enjeux pour demain. Et sur le rétrofit, alors je suis pas un expert du rétrofit. Ce que je peux juste vous dire aujourd'hui, c'est que quand on discute avec les constructeurs automobiles, c'est pas du tout dans leur stratégie principale. Ils sont avant tout dans la production de véhicules neufs, la production de véhicules intégrés avec les batteries intégrées. Donc voilà, c'est en tout cas ce que je peux vous en dire, mais je suis pas un expert à cette question-là. Ok. Alors, on arrive au bout de cette conférence. Donc on va conclure. Mais déjà, je vous remercie à tous les quatre pour votre participation et tous les échanges apportés. Merci également à vous pour votre présence et puis aussi à distance. La prochaine table ronde aura lieu donc le mois prochain. J'ai plus en tête la date, pardon. Donc le 25 mai, sur le mix énergétique. Donc on a commencé un peu à l'aborder, mais on continuera à traiter le sujet sous cet angle-là. Merci à toutes et à tous, et puis je vous souhaite une très belle suite de journée.